Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai l'immense chance et honneur d'interviewer quelqu'un que je connais bien et qui me connaît bien aussi, c'est Nadège Gaël Sielé. Bonjour Nadège. Bonjour. Alors, on se connaît parce que tu es ma coach et ma mentor. Tu l'as été, tu l'es encore au fil du temps, sans t'en apercevoir sans aucun doute. Donc, moi, je suis ravie de pouvoir faire profiter toutes les femmes qui nous écoutent, créatrices d'entreprise ou futures créatrices d'entreprise, de tout ce que tu vas nous apporter dans cette interview. Donc, juste pour rappel, l'intention de ces interviews, c'est de inspirer et rassurer les femmes qui veulent entreprendre ou qui se posent fortement la question, ou les femmes qui sont sur le début du parcours. Et donc, toi, comme toutes les femmes que j'ai interviewées jusqu'à présent, vous partagez en fait que sûrement ce qu'elles vivent, eh bien, vous êtes en train de le vivre et qu'il y a des stratégies, des trucs et astuces, enfin bref, des anecdotes qui vont les inspirer à faire et à se rassurer sur l'entrepreneuriat. Donc, Nadège, tu es coach business, tu as plein de cordes à ton arc, tu as été artiste et tu l'es encore. Tu aides aussi finalement à la spiritualité. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu par rapport à l'abondance et par rapport à l'énergétique. Donc voilà, est-ce que toi, tu peux te présenter un peu plus que ce que je viens de faire et puis dire ton actualité ou ton activité principale actuelle parce que ça change. Oui, ça change très très vite et pour la présentation, du coup, mieux que ce que tu as fait, ça va être un sacré challenge, hein. Ça va Je crois aller, que ça va aller, vas-y. c'est pas mal. Tu l'as bien fait. Oui, c'est ça, hein. Je suis coach, mentor spirituel, mindset et business. Et plus ça va et plus je me rends compte que j'ai encore plus de puissance avec les femmes, voilà, pour la guidance. Donc, je ne sais pas si on ne va pas se diriger vers des programmes exclusivement féminins bientôt. Oups, spoiler. Ouais, spoiler, génial. Voilà. Donc, c'est voilà, une exclusivité que je n'ai pas du tout annoncée nulle part et que voilà, je te la donne. Donc, Merci. il y a peut-être ça qui Merci. vient. Et du coup, depuis quand tu es entrepreneuse, parce que tu as plein de casquettes d'entrepreneuse, mais depuis quand toi, tu considères que tu as intégré la posture d'entrepreneuse? Alors, je considère, merci pour la précision, je considère que j'ai pris la casquette d'entrepreneuse en 2015, quand j'ai créé ma première société de textile avec ma petite sœur, qui s'appelait Du fil d'étoiles. Donc, elle faisait de la couture, merveilleux, elle fait des choses merveilleuses. Et moi, je peins. Donc, du coup, j'imprimais mes tableaux sur les choses qu'elle cousait et on faisait des défilés et des choses comme ça avec du fil d'étoiles. Et ça a été ma première casquette d'entrepreneuse. Je pense que ça se passait bien, mais il manquait énormément, énormément de choses. Je n'avais pas de leadership, j'avais juste envie d'être responsable de quelque chose, j'avais envie de créer quelque chose, mais au niveau du leadership, c'était vraiment, je le vois avec le recul, là, c'était zéro, quoi. Et c'est ce qui a fait que du coup, ce n'est pas l'entreprise que je gère aujourd'hui, mais du fil d'étoiles existe toujours. Attention, spoiler numéro 2. Voilà, ça existe toujours, c'est juste que c'est un petit peu en sommeil, mais j'ai très, très envie de le reprendre. Oh, génial. Ouais, mais alors si tu me Mm. fais des spoilers de chaque 2 minutes, ça va durer plus longtemps que ce qu'on a convenu. Je suis Attention. désolée. Pardon, tu m'avais pas dit de pas faire de spoiler. Non, mais c'est pas grave. Vas-y, vas-y, parsème. Vas-y, fais-toi plaisir. Ok, on met des petites graines là, voilà. Génial. En tout cas, moi, je suis contente d'en bénéficier. Donc, vas-y, continue. Ah ouais, non, Ah, mais c'est toujours pour toi les cadeaux, t'as vu? c'est vrai. Moi, j'ai toujours des cadeaux avec toi. Mais finalement, tous les gens qui te côtoient ont des cadeaux avec toi. Donc, je ne suis pas privilégiée. Faut pas faire penser ça. Faut pas faire penser ça. Euh, Tu dis 2015, c'est là où tu as intégré la posture d'entrepreneuse. Donc, quel a été le déclic, en fait, pour passer dans l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a eu un Euh, déclic? oui, oui, il y a eu un déclic et toujours avec le recul, on voit que ce déclic montre clairement que je n'avais pas une posture de leader, hein, on y est encore, hein. C'est-à-dire que j'ai vu ma petite sœur qui me montrait ses trousses là et ses jolies petites créations et ses petits sacs à main et tout ça. J'ai dit, mais tu as un talent fou, c'est beau ce que tu fais. Et elle n'y croyait pas en fait. Et j'avais envie qu'elle croie en elle. Donc, j'ai créé cette entreprise pour qu'elle croie en elle en fait. Et puis, de fil en étoile, j'allais dire, fil d'étoile, n'importe quoi. Donc, de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas sur cette posture-là. Moi, j'ai vraiment fait ça en lui imposant ma bienveillance, tu vois, et en l'obligeant à prendre le cadeau que je voulais lui faire, mais elle n'était pas sur cet état d'esprit-là. Je crois qu'elle n'avait pas vu comme ça. Et c'est ce qui a fait que ça a clashé, que l'entreprise n'a pas perduré. Il y a eu des petites choses comme ça.
Est-ce que tu peux me rappeler la question pour que je ne me perde pas, s'il te plaît? Le déclic pour Le quitter déclic, la vie habituelle de c'est ça. salarié ou autre et être entrepreneuse. Eh ben, le déclic, c'était pour quelqu'un d'autre. D'accord. Pas pour toi Voilà. du tout? Non, Si tu l'analyses avec le recul? Non. non, c'était pas pour moi. Pour moi, je l'aurais peut-être pas fait. C'était pas sécurisant. Je vivais seule avec un enfant. Je l'ai vraiment fait pour ma sœur, en fait. Et puis Et après, alors, bien sûr, j'étais contente d'y être. Et puis, allez, on y va pour mon fils. Mais ça a été plutôt le déclic de la deuxième société. donc le fil conducteur pour toi, c'est tes entreprises aident les autres. De Ouais. toute façon, en tant que coach, c'est certain, mais Et le puis, ouais, premier, c'est aider tes proches. ouais. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer? Parce que tu dis quand même que la première a été plus douloureuse que bénéfique, finalement, de ce que Oui, j'entends. mais il y a une Quelle leçon? énorme leçon à tirer. C'est que enfin, moi, j'en ai tiré ces leçons-là que j'ai inclus d'ailleurs dans mes accompagnements. Je transmets tout ça, puisque de toute façon, en tant que coach, on transmet notre parcours aussi, les clés qu'on a trouvées. On fait des doubles à tout le monde. On dit, tiens, tu veux le double de ces clés, elles sont chouettes et tout. Donc voilà, le, la leçon que je tire de ça, déjà, c'est de ne pas faire les choses pour quelqu'un d'autre. Jamais. Même si tu as envie d'aider les autres, tu fais d'abord pour toi. Et ce que tu vas créer pour toi, va aider les autres peut-être. Mais d'abord, tu le fais pour toi. Parce que si tu ne le fais pas pour toi, tu ne le fais pas pour les bonnes raisons. On est la personne la plus importante de notre vie. Si on fait les choses pour gérer la vie de quelqu'un d'autre, d'abord, on ne lui rend pas service parce qu'il ne gère pas sa vie lui-même. Et puis, il y a un trou dans notre propre vie. Donc ça, c'est la première leçon que j'en ai prise de ce déclic. Et puis la deuxième, enfin non, mais c'est même pas la deuxième, c'est à un moment donné, avec ma sœur, comme je vous ai dit, ça a clashé pour X ou Y raison. Et du coup, eh bien, j'ai racheté ses parts parce que la société était en train de couler et je voulais pas qu'elle coule avec le bateau. Tu vois, encore une fois, j'agis pas pour moi, mais Mm. pour les autres. Donc j'ai dit, OK, le bateau va couler, laisse-moi seule à la barre, tiens, va-t'en. Et donc c'est ce qu'elle a fait, elle est partie, mais elle a eu raison puisque c'est ce que j'ai proposé. Simplement, voilà, au départ, je crée quelque chose pas pour moi et je coule avec le projet qui n'était pas pour moi. Donc honnêtement, il n'y a que des inconvénients à faire les choses pas pour soi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est, je crois que c'est la leçon la plus importante que j'ai tirée de cette société-là. Et ensuite, effectivement, de croire en soi parce qu'on a fait quelque chose quand même de grandiose déjà à l'époque. On a fait des défilés de mode où je me rappelle, il y avait une nana, elle était hyper jalouse et on était dans un village hein, et elle me dit non, mais tu t'es cru à la Fashion Week ou quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive de faire des choses aussi grandes pour ici? Ah, mais j'ai dit, mais excuse-moi. Voilà, donc déjà, ça c'était une autre leçon, mais du coup, là, c'était en positif, c'est-à-dire qu'on croyait vraiment en ce qu'on faisait. Et on avait fait venir des mannequins, on avait fait venir des journaux, la télé et tout, LCI, enfin, tu vois. Et pour aller filmer un petit défilé dans le Gers, quoi, tu vois. Donc, croire en soi, quelles que soient les circonstances, quel que soit l'environnement, ça, c'est une grosse leçon que j'ai prise aussi parce que du coup, je me suis un peu fait les dents avec cette société-là. Puisque du coup, on avait de très belles robes, on avait des artistes qui venaient de loin, qui nous soutenaient et nous, on disait, mais waouh, mais c'est incroyable, comment ça se fait? Mais c'était parce qu'on croyait tellement au projet que on a tiré les personnes qui voulaient nous soutenir, quoi. On a fait un Ulule, je crois qu'on a récupéré entre 5 et 8 000 euros en une semaine. Enfin, c'était ouais, c'était fort. Donc, première leçon, on fait les choses pour soi. Si c'est pas pour soi, c'est naze. Et enfin, en tout cas, ça aura moins d'impact. Et deuxième leçon, de croire en soi, même si on est tout petit, ou en tout cas, même si on croit qu'on est tout petit, et qu'on fait ça dans une bourgade qui est trop petite. Non, il n'y a jamais de trop petit, en fait. C'est où que tu sois, si tu crois suffisamment en toi, tu vas rayonner tellement que l'environnement n'a plus le même, n'est plus considéré de la même façon, en fait. On s'en fout. Ça veut dire que tu as utilisé ces deux clés pour ton entreprise actuelle de coaching, parce que finalement, elle est très récente. Elle a quoi, 2 ans maintenant? Ouais, même pas. Même Même pas. pas, puisque alors en 2015, j'avais créé du fil d'étoile et en parallèle, ce que j'avais fait pour moi, c'était le magnétisme. D'accord? Donc, je suis magnétiseuse. Du coup, je fais plein de choses, hein. Vous aurez compris, je suis un peu hyperactive, mais tout va bien. Un peu Tout va bien. slasheuse sur les bords. C'est ça. Donc voilà, je suis magnétiseuse et mon cabinet de magnétisme, je l'ai ouvert vraiment pour moi. Et la preuve en est que ça perdure. On y est encore. Et donc, du coup, il y avait ça. Mais très, très vite, je me suis rendu compte que dans mes séances de
de séances énergétiques, quoi, je faisais beaucoup de coaching, mais sans savoir que ça en était. Et quand il y a eu le Covid, donc finalement, il y a 2-3 ans, je ne sais même plus maintenant, il fallait changer notre façon de travailler puisque magnétiseur, on n'était pas essentiel, hein, donc on n'avait pas le droit de bosser. Et du coup, j'ai fait un accompagnement sur lequel on s'est rencontrés où j'ai appris à bosser différemment. Donc, en bossant différemment, je me suis rendu compte que j'étais déjà coach, mais depuis super longtemps en fait. C'est juste que je ne le savais pas. Et donc, puisque je le faisais déjà depuis longtemps, ce n'était pas la peine d'avoir peur de m'installer en tant que. Et du coup, j'ai juste officialisé quelque chose que je faisais depuis très longtemps. Donc, ça fait 1 an que j'ai changé mes statuts en auto-entrepreneur pour pouvoir coacher en toute légalité et ne plus être juste magnétiseuse. Enfin, juste, j'adore être magnétiseuse, hein, ce n'est pas réducteur. Et en janvier cette année, j'ai créé une SAS pour ne plus être limitée dans le chiffre d'affaires. Voilà. Donc, l'entreprise actuelle, en réalité, elle n'a que 6 mois, puisque je l'ai créée en janvier. Mais si on remonte, finalement, ça fait plus longtemps que ça que j'exerce. Dans tout ce que tu dis, on voit toujours qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, de dynamisme et quelque chose de plus grand que toi. Est-ce qu'on peut appeler ça une vision qui te tire en avant ou tu en as une? Oui, carrément. Après, ça dépend de quel programme j'incarne, mais là, par exemple, ce week-end, nous avons fait le séminaire Femmes Grandioses. Ouais. Et c'était grandiose. Et là, je me sentais vraiment incarner ma vision. C'est-à-dire que je suis là et je partage tous les trousseaux de clés que j'ai. Je suis prête à faire des doubles à tous ceux qui le veulent. Et on partage. Et au fur et à mesure des heures qui passent, tu vois ces femmes qui prennent conscience qu'en fait, elles ne sont pas du tout enfermées dans ce qu'elles croyaient être une prison. Et tu vois des ailes pousser. Enfin, tu vois, c'est métaphysique, mais clairement, moi, j'avais l'impression de voir des ailes pousser. Et je me sentais bien parce que je voyais ces ailes pousser. Et figure-toi que juste avant, la veille, j'ai trouvé une hirondelle blessée. Enfin, elle était blessée. Elle n'était pas blessée. Ah non, mais c'était incroyable, quoi. Et en plus, attends, je reviendrai après sur un truc. Mais donc, je trouve cette hirondelle devant ma voiture. Elle ne bougeait pas. Et elle avait, bon, franchement, elle était haletante. On aurait vraiment dit qu'elle allait mourir. Et c'est la deuxième fois que ça m'arrive de tomber sur un oiseau comme ça. Donc, la première fois était une leçon. Du coup, j'ai dit, cette fois, je vais vraiment l'emporter avec moi, puisque de toute façon, une hirondelle, c'était quand même moins gros qu'un corbeau. La première fois, c'était un corbeau. Là, c'est quand même moins gros. Je vais pouvoir la mettre dans un carton, m'en occuper, tout ça. Et je lui ai fait des séances énergétiques toute la journée. Et pendant la nuit aussi, je suis revenue régulièrement. J'ai fait pas mal de séances. Et 1 heure avant que le séminaire commence, elle battait des ailes dans le carton. Elle demandait à sortir. Donc, on a ouvert le carton avec Loé. Et là, je la tenais dans mes mains comme ça. Et c'est comme si elle poussait avec ses ailes pour sortir de mes mains. Elle a fait, elle est partie. Mais c'était, mais c'était incroyable. Et du coup, ce truc-là, je savais, je pressentais que c'est ce qui allait se produire. Et c'est ce qui s'est produit pour les femmes qui étaient là dans Femmes Grandioses. Je pleure pas parce que j'ai déjà fait, hein, mais franchement, l'émotion, elle est encore là, elle est encore vive. Et c'est vraiment ça, ma vision, c'est ça, c'est que tout ce que j'ai traversé dans ma vie, je l'analyse, je le travaille pour moi d'abord. Parce qu'il y a cette notion d'égoïsme essentielle pour pouvoir aller vers les autres. Donc d'abord moi, je le travaille pour moi. Je ne vais pas aller travailler pour les autres alors que ce n'est pas réglé pour moi. Et une fois que c'est réglé pour moi, je dis tiens, ça y est, là j'ai le trousseau de clés prêt à être partagé. Et c'est ça ma grande vision, c'est-à-dire je travaille pour moi pour le faire rayonner un maximum et voir dans le monde. Alors là, pour le coup, je suis en mode femme grandiose, mais j'ai accompagné des hommes et j'espère que j'en accompagnerai encore sous d'autres programmes. Mais ma vision, c'est ça. C'est vraiment faire en sorte qu'on puisse tous trouver pourquoi on est fait, se libérer de la prison dans laquelle on s'est enfermé tout seul et voler comme cette hirondelle là qui s'est échappée de mes mains et qui finalement avait son nid juste au-dessus de ma voiture. Donc, je vais la voir à chaque fois que je vais à mon cabinet, tu vois, mais je ne savais pas qu'elle venait de celui-là. Enfin, c'est ça. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des leçons. Oui, c'est ça. Dans l'entrepreneuriat, tu dirais que tu as dû développer des qualités. Là, tu dis que tu travailles beaucoup sur toi, mais pour la posture d'entrepreneur, est-ce qu'il y a des qualités que tu as développées particulièrement? Oh que oui. J'ai dû apprendre à être un leader. Parce que c'était pas naturel pour moi. En tout cas, c'est peut-être naturel pour d'autres personnes. Ça l'était pas du tout pour moi. Moi, je suis quelqu'un de très entrepreneur, très entreprenant, on peut dire, mais
je crée beaucoup de choses. J'ai créé des associations, des petites entreprises, des grosses associations, des projets, des paniers culture. J'ai toujours été dans la conception de projets. Donc, je sais que je suis quelque part un meneur, je suis un concepteur de projet, ça c'est clair. Mais un leader, je n'en étais pas un. Et c'est ce qui a fait que tous mes projets jusqu'à maintenant n'aboutissaient pas finalement. Je me retrouve avec des équipes que j'accusais par la suite, tu vois, peut-être d'avoir mal fait les choses. Et c'était un peu vrai, mais c'était entièrement de ma faute. Simplement, je n'avais pas cette casquette de leader. Moi, j'avais cette casquette de chef d'équipe, si tu veux, de manager. Voilà. Donc ça, OK, je l'avais, mais je n'étais pas du tout un leader. Et j'ai dû apprendre à être un leader pour mieux gérer mes équipes, pour mieux les concevoir aussi. Parce que c'est encore une fois la même chose, hein. Si tu fais pour les autres, ça a des conséquences catastrophiques pour toi, finalement, à la longue. Et dans mes premières équipes constituées, je les ai constituées pour faire plaisir à d'autres et pas pour faire grandir mon entreprise ou pour sauver quelqu'un, tu vois, et pas pour sauver mon entreprise. Et du coup, c'était forcément des mauvais choix parce qu'ils n'étaient pas faits pour la bonne raison. Donc, tout ça, c'est des choses que j'ai dû apprendre. Et puis, apprendre la posture de coach aussi, parce que voilà, on est coach, on est content, on sait accompagner des personnes à avoir des prises de conscience, mais il y a le travail de coach et il y a la posture de coach. Et ça aussi, ça va dans le sens d'être un leader. Ça a été la chose la plus importante que j'ai dû apprendre, la plus douloureuse aussi, parce que ça m'a mise en face de mon ego qui disait, mais non, mais tu sais faire. Non, tu ne savais pas faire et regarde-toi en face, tu vois, là, je me vois là dans la caméra, tu ne savais pas faire. Et maintenant, je sais faire, j'ai compris comment ça marche, donc je le transmets à toutes les autres personnes qui sont des super chefs d'entreprise, mais des leaders pourris, quoi. Faut dire ce qui est. Et c'est ce qui fait qu'on vit très, très mal notre posture de chef d'entreprise parce qu'on la gère pas, en fait. On l'a subie sur plein d'aspects. Qu'est-ce qui t'a permis de développer ton leadership alors? Comment tu as fait? Tu as fait une formation, tu as lu des livres, tu t'es fait coacher toi-même? C'est quoi qui t'a permis? Alors, je me suis fait coacher, oui et non. C'est-à-dire que j'avais pris un accompagnement pour développer mon business en exponentiel. Et dans cet accompagnement, j'ai trouvé des choses qui étaient vraiment bien pour le projet, mais je n'ai pas vraiment trouvé ce que je recherchais au final. Mais bon, ça, c'est les aléas du labyrinthe, hein, on cherche où est-ce qu'on doit se former, puis ce n'était pas tout à fait là, mais en fait, là, il y avait vraiment des trucs intéressants. Par contre, le coach qui m'a été attribué, entre guillemets, dans cet accompagnement-là, eh bien, m'a apporté énormément. Il ne m'a pas appris à être un leader, il m'a appris à me faire confiance et à prendre ma place. C'est-à-dire qu'il ne m'a jamais expliqué comment être un leader, parce que ça, on l'a en soi. Par contre, il m'a expliqué comment arrêter de ne pas l'être. Tu vois? D'accord. Ok, Voilà. tu as fait passer de l'ombre à la lumière de leadership et de l'entrepreneur, du coup. Ouais, c'est un petit peu ça, sauf qu'il l'a pas fait pour la posture d'entrepreneur, il l'a fait pour ma personne dans tous les domaines de ma vie. C'est-à-dire qu'avec lui, on ne parlait pas simplement de l'entreprise, on parlait de ma mère, on parlait de mes sœurs, on parlait de mon couple, on parlait de mon enfant, parce que tout est relié. Donc, si tu ne gères pas les trucs dans tous les domaines de ta vie, finalement, dans ton entreprise, ça sera le chaos, et puis c'est comme ça. Donc, lui, c'est quelqu'un qui est très, très fort et qui m'a accompagnée à regarder ça de très, très près. Et du coup, maintenant, j'ai de nouveaux réflexes parce que les questions qu'il me posait systématiquement étaient souvent les mêmes. Et aujourd'hui, je me les pose quand je rencontre les mêmes challenges. Et une des questions les plus puissantes que je lui ai posées, c'est une des questions qui m'avait été transmise par Olivier Métral en séminaire. Il nous avait dit, voilà la question la plus puissante que j'ai reçue d'un de mes mentors. Et il nous pose la question là et il dit, qu'est-ce que tu vois que je ne vois pas? Donc, il a posé cette question à son mentor, qui lui a répondu ce qu'il lui a répondu, ça c'était secret entre eux. Ouais. Et cette question-là, elle m'est restée dans la tête depuis ce séminaire et je l'ai posée à mon coach, donc Charles Droire. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu vois que je ne vois pas? Et il m'a dit, moi, ce que je vois, c'est que tu as tout et que tu ne prends pas ta place. Et là, j'ai pris une grosse claque, en fait. Parce que moi, j'étais là à chercher des accompagnements pour trouver ce qui me manquait. Et lui, il est là, il me dit, mais il ne te manque rien, hein. Mais juste, tu as le trône, là, il est devant toi, tu ne veux pas t'y asseoir. Tu ne sais pas pourquoi. Pourquoi tu ne t'assois pas sur ton trône? Tu ne vois pas qu'il y a ton nom dessus? Et ça a tout changé, en fait. C'est un point de bascule qui a fait exploser l'entreprise actuelle, alors. Ouais. Ouais, il y a clairement un avant et un après Charles Droit, quoi. Clairement. D'accord. Ouais. Excellent, excellent. Et bel hommage en plus, donc c'est chouette. Ouais. Puis aux deux, hein, parce qu'Olivier aussi, Olivier, il a quand même planté les premières graines et il m'a fait rencontrer Charles. Enfin, c'est tout un cheminement qui se tient, quoi. Tu vois, c'est.
tout va ensemble. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui se posent régulièrement la question, est-ce qu'il y a des qualités incontournables à avoir pour se dire qu'on peut oser entreprendre? En fait, la réponse, elle est dans la question, hein. C'est-à-dire que libère-toi, ose, et le reste suivra. Il y a quand même des femmes avec le syndrome de l'imposteur qui ont l'impression qu'elles ne sont pas assez. Et du coup, comment on développe Oui, le pas assez? mais il y a 2 écoles et j'ai tendance à changer d'école là, en ce moment, tu vois? Enfin, pas à changer, mais tu as le syndrome de l'imposteur parce que tu veux pas voir en face que tu es doué, tu vois? Tu te cherches plein d'excuses, parce que ce serait tellement compliqué de réussir. Je vais enfin être responsable, mais ça veut dire que je vais devoir assumer la paperasse, les rendez-vous, le surmenage, enfin bon, je vais devoir assumer et donc j'ai peut-être pas envie de réussir. Du coup, c'est peut-être, facile de me dire, «J'en suis peut-être pas capable». Donc ça, c'est une façon de voir les choses qu'on va traiter d'une certaine façon. Et puis, il y a une autre façon de voir les choses, c'est tu as le syndrome de l'imposteur, mais peut-être parce que tu en es un. Attention, effet boum, hein. Mais pourquoi je dis ça? Parce que si tu vises quelque chose et que tu te sens jamais à l'aise dans cette chose, il y a moyen que c'est pas ton truc. Quand on fait des accompagnements business, par exemple, et qu'on ressort de là, on est passé à la moulinette et derrière, on fait tous la même chose, il y a bien un truc, quoi. Évidemment qu'on n'est pas tous faits pour faire la même chose. Et évidemment, tous ces coachs-là qui sortent d'un coaching business, ils veulent tous devenir coach business et ils ont le syndrome de l'imposteur. Et là, j'ai envie de te dire, c'est normal. Tu n'es pas du tout à ta place. Donc, compte pas sur moi pour t'enlever le syndrome de l'imposteur. Par contre, tu peux compter sur moi quand on est dans ce cas de figure pour te montrer pourquoi tu ne te sens pas à ta place et pour t'aider à trouver ta place. Toi, tu l'as vécu, le syndrome de l'imposteur? Oui, Et alors, c'était quelle vision des 2 que tu avais? Comment tu j'ai t'en es eu les occupée? 2. J'ai Les eu les 2. 2. Ouais. C'est-à-dire que j'ai eu le syndrome de l'imposteur qui me disait juste non, mais tu n'y arriveras jamais. En plus, tu as un enfant qui a trop de l'attention. C'est tout le temps obligé d'être là, qui fait école à la maison. Alors, comment ça va être quand tu auras 15 clients d'un coup? Et puis, les 15 clients d'un coup, ils me sont arrivés en claquant des doigts. Donc, j'ai envie de te dire, l'univers qui te dit, tu vas voir. Tu vas tu, tester? vas, tu vas tester, c'est pas la peine de te poser 10 000 questions, tu vas tester. Et en fait, ça s'est très, très bien passé. Et donc, moi, le syndrome de l'imposteur, je l'ai fait sauter en passant à l'action, tout simplement. Parce que j'avais l'impression que je n'y arriverais pas. Et j'ai essayé. Et puis... Mais c'est dans mon tempérament, quoi. Tu vois, de ne pas avoir peur des murs. Donc, c'est la voie 9 3 quarts. Ah, faut sauter, là, faut courir, t'es sûr? Ok, j'y vais. et tu traverses le mur. Mais c'est le passage à l'action qui fait ça. Et le deuxième syndrome de l'imposteur que j'ai eu, il est, ouais, il était j'avais limité mon coaching à l'abondance. Tu te rends compte de ce que je viens de dire? Je limite à l'abondance, c'est Ouais. incroyable. Et du coup, je ne faisais que ça parce que j'avais vraiment l'impression de ne pas être capable de faire autre chose. Alors que je suis passionnée de business, de leadership, je suis passionnée de tous ces trucs. Mais je me suis dit, bon, tu vas pas faire, tu vois, moi, c'est le schéma inverse. Tu vas pas faire comme ton coach, quoi. Ça veut dire que tu le copies, en fait. Ouais. Et du coup, j'ai eu le syndrome de l'imposteur parce que je me disais, tu n'as pas le droit de copier. Qui tu es pour copier? Donc, je ne le faisais pas. Et puis, quand même, je dérapais, en fait. Je dérapais tout le temps. Dans mes coachings, j'arrêtais pas de donner des clés business et tout. Et puis, au bout d'un moment, tu te regardes en face et tu dis, bon, en fait, tu es faite pour ça. Donc, arrête de croire que tu ne l'es pas. Donc là, le syndrome de l'imposteur, il était là parce que je crois que franchement, le programme Abondance que j'ai conçu, il est vraiment bien conçu. En tout cas, les personnes qui passent dedans me disent que c'est conçu d'une façon qu'on grandit à notre rythme et donc on ramasse les clés au fur et à mesure comme on peut le recevoir. Donc, c'est bien conçu. Sauf qu'une fois que tu es prêt et que tu as l'abondance, tu es prêt à tout recevoir encore plus. Donc, les gens ne comprenaient pas que je n'allais pas plus loin. Et il t'y poussait à aller plus loin de toute façon, donc tu avais pas le choix. Vous m'y avez tous poussé. C'est notre faute, pardon. C'est ça, en me disant: «Non mais moi j'aurais besoin de ça, moi j'aurais besoin de ça, moi j'aurais besoin de ça. Oh mais c'est tellement génial, je peux tout faire!» donc voilà, mon syndrome de l'imposteur, il était que, moi j'avais peur de copier, en fait. Alors que je ne copiais pas, j'étais juste à ma place et je voulais pas le voir. Après, tout le monde, tous les coachs business se copient.
puisque c'est toujours les mêmes stratégies qui reviennent sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, c'est même plus une question de copier à un moment, c'est une question d'authenticité dans l'apport des choses et dans les ouvertures que tu permets, toi, avec tout ce que Oui, tu c'est es. clair. C'est clair. Et puis bon, quand on va vers un coaching business, c'est clairement qu'on veut apprendre le business. Donc, si derrière, ce n'est pas du business que tu transmets, pourquoi tu es venu dans le business? Faut aussi ne pas se mentir. On ne va pas là-dedans que pour avoir des clés pour notre accompagnement. On va là-dedans pour apprendre, pour s'enrichir de toutes ces techniques et pas juste pour avoir quelques clients. Sinon, on n'irait pas. C'est quand même des programmes qui sont intenses, lourds, chers, entre guillemets. On n'irait pas là-dedans si on n'est pas passionné par ça. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est ça. Donc, bon, bah, faut arrêter de se mentir, en fait. C'est un petit peu ça. Et tant mieux pour nous que tu l'aies fait, d'ailleurs. Ouais, bah, merci beaucoup. Indépendamment de l'entrepreneuriat et de toutes les techniques, il y a aussi tout ce qui est émotionnel qui est à gérer. Ouais. Donc, la première entreprise, celle-ci, peut-être que c'est plus maîtrisé maintenant. Quels conseils tu donnerais? Quelles recettes, toi, tu appliques quand tu es justement dans des montagnes russes émotionnelles et surtout dans les bas? Alors, j'ai la chance de ne plus être dans des montagnes russes émotionnelles. Ok, Pour l'instant, je ne vais pas dire jamais. Il paraît qu'il ne faut pas dire fontaine, je ne boirai jamais de c'est ton ça. eau. Mais en tout cas, à ce jour, je ne suis pas la proie de mes émotions. C'est-à-dire qu'elles sont là, mais pour moi, elles sont devenues un signal qu'il y a quelque chose à traiter. Du coup, je ne suis pas enfermée dedans, quoi. Donc, il n'y a pas de montagne russe. C'est juste un signal. Donc, je suis là, je suis triste, ou je suis frustrée, ou je suis trop euphorique. Et toujours, je viens analyser ce machin et je dis, OK, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux changer le truc? Est-ce que je peux transformer? Voilà, donc mes émotions, je n'ai pas de montagne russe. La question, c'était quoi? Quel conseil je pourrais donner, c'est ça? Ouais, pour gérer Ouais, c'est les ça. montagnes russes, enfin les bas émotionnels essentiellement. Il y a plusieurs façons de faire, à mon sens. Mais bon, évidemment, ça ne sera pas exhaustif. Je ne connais pas toutes les techniques du monde. Mais dans mon cas, en tout cas, quand je suis en down, eh bien, je consulte ma petite liste de que dois-je faire pour me sentir en énergie plus haute. Dans mon cas, j'ai besoin de chanter, j'ai besoin de danser, j'ai besoin de jouer avec mon fils, d'aller faire un foot en famille. Voilà, tout ça, ça me remonte en énergie. Et si je suis bloquée face à un formulaire, un dossier ou un conflit, je mets ça en pause. Je vais faire un foot avec mon fils et je reviens après. Et je le vois sous un autre angle puisque je suis remontée en énergie. Donc ça, c'est une première solution. Et puis la deuxième, c'est juste de se dire, OK, c'est marrant parce que j'avais cette conversation avec Chloé ce matin, où elle me disait, ou c'était hier peut-être, où elle me disait que quand elle se sentait en énergie basse et qu'elle n'arrivait pas à terminer une tâche, c'est souvent que c'était une stratégie de son corps pour pas aller vers l'échec, en fait, si tu veux. Donc, si tu prends conscience de ça, tu dis, OK, c'est juste une stratégie de mon corps, donc je vais remonter mon corps en énergie et retourner vers la tâche après. Ou alors, je vais forcer parce que c'est juste, il essaye de me mettre un voile devant les yeux pour pas que je le fasse. Mais une fois que j'aurai franchi ça et à dire, ce n'est qu'une illusion, ça va aller tout seul. Donc voilà, il y a plusieurs façons de faire. En fait, ça dépend vraiment de la situation. À part les montagnes russes émotionnelles, quelles sont les autres difficultés auxquelles tu dois faire face dans ta vie d'entrepreneuse? Les relations. Les relations et la gestion d'équipe. D'accord, Voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai. Je crois qu'on l'a traversé avec brio, mais ça m'a terrifiée. d'accord. Parce que j'avais déjà géré des équipes, mais je n'étais pas le patron. Tu vois, ça, c'est très marrant parce que j'étais serveuse pendant 8 ans et on m'a toujours confié des responsabilités. Mais dès le début, hein, j'avais genre 17 ans de premier poste, on dit, ah bah toi, tu gères l'équipe. Quoi? Mais vous êtes sûr? Voilà, donc ça a toujours été, on m'a toujours confié les équipes ou les stocks ou les trucs que s'il y a une bêtise, tu sais que ça te retombe dessus, quoi. Mais voilà, j'ai toujours eu cette casquette, un peu malgré moi. Et quand j'ai créé l'entreprise, j'aurais pu être vite débordée parce que j'ai eu beaucoup de clients tout de suite et j'ai eu peur, donc j'ai vite constitué une équipe. Et d'ailleurs, le deuxième accompagnement que j'ai pris était pour apprendre à constituer une équipe. Et donc, j'ai vite constitué une équipe, mais peut-être pas, comment dire,
il fallait que ça aille vite. Donc, je n'ai pas analysé 10 millions de CV. J'ai regardé autour de moi et on est allé très vite. Et au final, il aurait fallu, c'était peut-être les bonnes personnes, hein, ce n'est pas le souci, mais il aurait peut-être fallu que je prenne plus de temps pour mettre les choses en place. Et c'est ça que j'ai dû gérer derrière. C'est-à-dire que mon manque de patience a fait que derrière, j'ai dû réajuster. Bon, ça allait. Mais du coup, le dommage collatéral, entre guillemets, c'est que, enfin, c'est même pas un dommage collatéral. La deuxième conséquence, c'est que j'ai dû parler à des gens qui, à la base, étaient des amis, mais leur parler en tant que chef. Et là, ça a été plus compliqué. Parce que je n'avais pas cette posture-là et c'était compliqué pour moi de dire, mais tu sais, j'attends ça et ça de toi et il va falloir le faire. Parce que sinon, peut-être que tu n'es pas la personne que je recherche. Bon, je le dis avec beaucoup plus de tact. Hein. Là c'est parce qu'on a un temps limité, donc je ne vais pas te dévoiler tout. Voilà. Enfin, mais le but, c'était ça. Il fallait que j'arrive à dire, on est amis, mais en fait, notre collaboration, telle qu'elle est là, ne me convient pas. Donc, il va falloir qu'on rentre dans une conversation où tu vas devoir me dire, toi, est-ce que tu te sens bien dans ton poste? Qu'est-ce qui te conviendrait? Comment est-ce qu'on pourrait améliorer de ton côté? Et comment est-ce qu'on pourrait améliorer de mon côté? Et comment on pourrait se rencontrer au milieu? Donc, ça me paraît évident maintenant de le dire comme ça. Parce que c'est évident de faire les choses comme ça. Mais quand tu es dans l'émotionnel, tu ne le fais pas comme ça. Parce que tu es dans l'émotionnel. Donc, le plus compliqué pour moi a été de sortir de l'émotionnel, de me dire, oui, ce sont tes amis, mais là, c'est ton équipe. Et à partir du moment où c'était ancré pour moi, c'est ton équipe, il n'y avait plus du tout d'émotionnel. Un petit peu, évidemment, parce que c'est pas de l'émotionnel. Tu prends en considération les émotions de l'autre, même si toi, tu n'es pas dans l'émotionnel parce que tu as compris que c'est du business. Et que ça ne nous empêchera pas de partir au parc Astérix tous ensemble, même si on ne travaille plus ensemble. Ce n'est pas un problème. Moi, je l'avais intégré, mais je voulais que ce soit vraiment clair aussi pour l'autre. Donc, du coup, j'ai dû apprendre déjà à prendre mon temps avant de parler parce que je suis quelqu'un qui va très vite. Action-réaction, c'est ce qui fait que je crée des choses très vite, très grand. Mais une fois que tu es en haut, faut quand même ralentir pour ne pas glisser. Voilà. Donc, c'est à la fois une force et à la fois une faiblesse. Du coup, voilà, c'est là qu'a été ma plus grosse difficulté. Tu as dit que c'était un problème de patience, mais il y avait aussi peut-être un problème d'inexpérience pour relativiser. D'accord. Parce que maintenant, si tu faisais les choses de la même vitesse, avec ton expérience qui a grandi, est-ce que tu ferais les mêmes erreurs? Non. Déjà, je n'embaucherai plus mes amis. Ah oui, d'accord, carrément. Ok. Ah, mais oui. Voilà, non, mais clairement, qu'on soit clair. Okay. On peut monter des collaborations entre amis, mais l'équipe, on a beau dire tous, oui, mais on est tous égaux, nani, nana, il y a un moment donné où il y en a un, tu ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, il change et tu vois que son ego. Tu vois plus son visage, tu vois que son ego. Pourquoi? Parce que lui, sur son chemin à lui, il est en train de traverser des choses qui font qu'il a besoin de cette expérimentation-là. Mais à partir du moment où on est entre amis, mais il va venir te faire exploser ça à la figure alors qu'il ne le ferait pas si on était sur une relation vraiment professionnelle. Donc, pour éviter ça surtout, pas pour éviter la confrontation ou quoi, ça c'est pas ce qui me fait peur. Mais par contre, je l'ai vu 3 fois depuis le mois de juillet l'année dernière, d'avoir à affronter l'ego de quelqu'un. Enfin, pas l'affronter, mais à réaligner ça. Et en fait, on ne peut pas le réaligner. Dans une équipe, quand il y a quelqu'un qui tout d'un coup veut grossir, ce qui s'est produit à chaque fois, c'est que cette personne a dit, moi, je m'en vais. Je quitte le bateau parce que ça ne me convient plus. Et c'est OK pour moi. Donc, je n'ai jamais eu à faire quelque chose. Mais ça ne serait pas arrivé si je n'étais pas allée vers des amis. Tu vois, cette situation-là ne serait pas arrivée. Parce qu'on aurait été vraiment chacun à sa place d'entrée de jeu. Mais là, on n'était pas à notre place parce qu'on était amis, on conçoit un truc ensemble et au final, il dit non, mais moi, je veux que ça porte mon nom. Ah non, mais moi, je veux que ça soit sur ma plateforme. Et moi, j'avais beau dire, mais on pourrait créer quelque chose de complètement neutre, non? Et partir de zéro. Et c'était non. Non, parce que moi, ça fait quand même 10 ans que je travaille là-dessus. Donc, si tu veux travailler avec moi, ce sera avec mon projet. Et ça, je ne veux plus le vivre, en fait. Et si tu avais posé le cadre avant de la relation? Il avait été posé. Il avait été posé? D'accord. Ouais. Ok. Il Donc, avait bel été posé, apprentissage. mais
Ouais. Du coup, Ouais, ça, je l'ai compris maintenant. On peut devenir ami de ses coéquipiers, mais on ne doit pas embaucher ses amis. ouais. Oui, on peut inverser le paradigme, mais pas Ouais, commencer en tant qu'ami. Ouais, je comprends. ouais. Ok, merci de toute cette De rien. capacité d'analyse et puis et de le partager avec humilité et authenticité. C'est pas forcément facile, donc merci de le faire. Mais Je merci de vois que l'heure tourne. recevoir ça, Je vois de que me l'heure poser les bonnes tourne. questions. Oui, on y va, je t'écoute. C'est pour toi. Puis juste pour maîtriser ton temps à toi aussi. Euh, Quelles sont tes trois plus grandes joies d'entrepreneuse alors, maintenant? J'adore voir les gens s'envoler. Toutes mes petites hirondelles, je les aime toutes. Voilà, ça, c'est une très, très grande joie. J'adore, voilà, commencer un coaching, on a un challenge. La personne me dit, je suis là pour régler ça. Et au bout du compte, ça a été réglé. On est même allé plus loin. Ça, j'adore ça. J'adore voir mes clients créer des programmes qui, des fois, ils vont devenir plus grands que les miens. Je dis, mais c'est tellement beau. J'adore, j'adore. Voilà, ça, c'est la plus grande. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme joie? De pouvoir travailler sur moi aussi. C'est comme dans l'énergétique. Quand je fais une séance énergétique, la personne qui est sur ma table reçoit, mais moi aussi je reçois. C'est un échange en fait. Et c'est exactement la même chose en coaching parce que finalement, les prises de conscience que mes clients ont, il y a souvent des moments où ça me fait écho à des choses que moi, je n'avais pas tout à fait saisies peut-être, tu vois. Et tu te dis, mais waouh, mais quel métier magnifique. Tu es là pour montrer un chemin et la personne en prenant le chemin te dit, mais t'avais vu qu'il y en avait un autre là? Oh non, waouh, génial. Voilà, donc ça, c'est une deuxième joie de pouvoir apprendre en même temps qu'on montre des façons de faire. Et une troisième, c'est d'être libre. Voilà, d'être complètement libre, je fais ce que je veux. C'est une des plus grandes joies que je recherche, notamment les femmes entrepreneuses, en tout cas. Bah oui, voilà, c'est ça. Bon, évidemment, on a des choses à tenir, on a un cahier des charges à tenir, bon, d'accord, mais en fin de compte, si tu veux te poser une semaine et partir avec ton gamin n'importe où, bah, tu peux le faire, hein. Tu peux le faire. Pour ce métier-là, en tout cas. Mais ouais, Oui, dans ce métier-là, ouais. génial. Ben, je peux coacher au bord de la plage, hein, c'est pas un problème. C'est ça. Voilà. Bon, avec le bruit des mouettes, ça fait moins sérieux quand même. Mais Oh, je crois qu'elles aiment bien ça parce que je l'aurais fait hein, déjà. Il y a même eu une fois, j'avais posé ma voiture pour se faire nettoyer, donc je l'avais laissée dans l'entreprise de machin. Et moi, je suis partie sur une terrasse de café. J'ai fait tous mes rendez-vous sur la terrasse de café, donc devant l'église. Donc il y avait les bruits de l'église, les gens qui passent. Et c'était génial parce que du coup, en fait, les personnes qui viennent me voir, elles viennent me voir parce qu'elles ont envie de créer, elles aussi, un business dans lequel elles sont libres. Donc quand elles me voient, qui ne suis pas du tout perturbée, moi, hein, la serveuse, elle arrive, elle dit, vous voulez autre chose? Oui, merci, ou non, non, merci. Je vais pas être gênée par quoi que ce soit parce que c'est comme si j'avais quelqu'un assis en face de moi sur cette table, en fait. C'est exactement la même chose. Et du coup, ça me permet de montrer que si je peux le faire, les personnes qui viennent me voir pour atteindre ça peuvent le faire aussi. On peut travailler de n'importe où, à n'importe quel moment. Bon, on ne va pas être arrêté par des horaires de bureau, c'est pour ça qu'on fait tout ça. ça donne envie, de toute façon, en t'écoutant. Donc, j'imagine qu'il y en a plein qui vont t'appeler après avoir Ah, visionné cette cool. interview. Vivement le mois d'octobre. Vivement le mois d'octobre. Ah oui, c'est vrai que c'est diffusé avec un gros temps de décalage maintenant. C'est vrai. Ah Mais oui, mais tu as beaucoup de notoriété maintenant. c'est ça. Oui, je t'écoute. De plus en plus. De plus en plus. Ouais, c'est incroyable. C'est beau ce que tu fais. Merci. Mm. Euh, Quel conseil tu donnerais à ton toi d'avant une de tes créations d'entreprise ou cumuler toutes tes créations d'entreprise? Parce que tu en as Ah. pas mal, en fait. Je vais me donner un conseil, mais je vais avoir du mal à le recevoir, je pense. Si je parle à la moi qui a 28 ans, 29 ans, si je lui parle, elle va peut-être pas pouvoir me recevoir parce qu'elle n'aura pas vécu tout ce que j'ai vécu aujourd'hui. Yes. Mais je vais peut-être l'emmener une semaine en vacances pour lui faire voir des trucs. On ne va pas lui dire comme ça de but en blanc, mais au final, ce que je voudrais lui expliquer, c'est de ne pas être une victime, de ne pas se victimiser. Parce que c'est notre plus gros frein, en fait. Mais je Donc, sais que le moi de 28 ans aura du mal à l'admettre parce que j'étais vraiment une personne qui vivait un drame permanent, en fait. Parce que j'ai vécu des choses assez compliquées, mais il y a d'autres moyens de les vivre et ça, je ne le savais pas. mais quel a été le déclic pour comprendre qu'il fallait arrêter d'être victime alors? Et que tu devrais montrer à cette Nadège de 28 ans? J'ai dû être une maman. J'ai dû être une maman d'un enfant qui avait besoin que je sois très forte. Donc, j'ai eu besoin de me renforcer. Et c'est passé par ne plus être une victime. Tu aurais pu rester victime en étant maman en plus? J'aurais pu, Ok. c'est vrai.
c'est pas le choix que j'ai fait. Ok. Mm. C'est une question de choix pour toi d'être victime ou créateur? Absolument. Ok, excellent. Du coup, ça va peut-être être la même réponse pour la dernière question. C'est quel conseil tu donnerais aux femmes qui nous écoutent, qui veulent entreprendre ou qui sont déjà sur le début du parcours? Qu'est-ce que tu leur dis? Ça pourrait être la même réponse parce qu'au final, je vois que dans les accompagnements que je fais, on passe toujours par cette case-là. C'est-à-dire, où est-ce que tu te poses en victime dans ta vie? On n'est pas forcément dans le drame absolu comme moi j'ai pu le faire dans ma propre vie, hein. Moi, c'était vraiment, high level, j'ai envie de te dire. Mais c'est peut-être pour ça d'ailleurs que maintenant je peux atteindre le cœur de certaines personnes qui ne sont pas dans un drame high level, mais qui sont quand même enfermées dedans. C'est pas une histoire d'intensité en fait, hein. C'est juste, je me sens bloquée parce que j'ai vécu telle et telle chose, donc je ne peux pas devenir cette personne parce que j'ai vécu telle et telle chose. Et ça, il faut en sortir, quoi. Parce qu'il n'y a absolument aucun événement de ta vie qui peut t'empêcher d'être la personne que tu veux être. Mm. Mais pour ça, il faut passer d'abord par je ne suis pas mon histoire. Je suis autre chose de bien plus grand. Donc oui, c'est ça que j'aimerais dire à ces femmes, c'est euh, quoi que tu aies vécu, la seule prison qui t'enferme, c'est celle que tu as créée de toutes pièces. Mais c'est difficile à entendre et j'en ai conscience parce que moi-même, j'ai mis des années à pouvoir l'entendre. J'aurais pu me mettre à pleurer et m'effondrer en me disant « mais tu ne me comprends pas, mais tu ne sais pas ce que j'ai vécu ». Mais oui, mais je comprends hein, cette attitude. J'ai été cette femme-là. Mm. Mais bon, non, c'est qu'une prison que tu as créée toute pièce. Et c'est une décision d'en sortir soi-même parce que personne d'autre peut le faire à notre place. Libère-toi, ose et le reste suivra. Je vais l'imprimer sur des t-shirts, celle-là. Excellent. Avec une de tes créations, ça va être bon. Ah oui, c'est ça. Excellent. C'est ça. C'est juste un choix. Ce n'est qu'un choix, toujours. Ouais. Merci Nadège pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. J'essaie de Merci à tenir le toi. timing. Ça va, tu arrives à me poser toutes les questions que tu veux, on a Oui, le temps? mais oui, Ok. tu as répondu à des questions que j'ai pas eu le temps de poser, donc c'est parfait. Tout va bien. Génial. Tout va bien. Ok. Donc, les personnes vont pouvoir te trouver de toute façon, puisque sous la vidéo, il y aura tes coordonnées, enfin tout ce que tu voudras me transmettre. Donc, elles pourront te D'accord. trouver et te contacter. Par quoi tu aimerais finir cette interview? Une citation, un mantra, une phrase, une image, tout ce que tu veux. Je vais te parler de la médiocrité passive. Ouais. C'est quelque chose que j'ai entendu d'un autre coach, je ne saurais plus te redire qui, donc j'ai plus la phrase exacte. Mais en gros, ça disait que si tu choisis la médiocrité passive, tu t'en rends pas forcément compte, mais l'indice, c'est que tu n'essaies pas de faire de ta vie une œuvre d'art. Oh, super. Je la garde, elle est collector, celle-là. J'essaierai de te retrouver l'auteur quand même. Mais je l'ai c'est quelque part dans le bureau, mais c'était comme ça. Je devais peut-être le reformuler de cette façon. Très bien. Donc, on va tous apprendre à faire de notre vie une œuvre d'art, alors. Ouais, c'est ça. C'est ça. Eh bien, Nadège, je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps de partage avec moi avec une activité qui est fleurissante pour toi. Donc, merci encore une fois. Et puis, j'imagine que plein de gens vont pouvoir te contacter. Donc, j'en suis ravie et heureuse. Merci à toi de m'avoir invité à faire cette interview. C'est vraiment un grand honneur pour moi. Merci beaucoup. Merci, Nadège. Et à bientôt. Prends soin de À toi. bientôt. Au revoir. Au revoir.